La région de Ségou, dans le sommaire de ce journal, avec cette tournée du ministre de l'Industrie, Moussa Alassane Diallo, à l'usine M3, où il a échangé avec les responsables afin de toucher du doigt l'impact de l'arrêté interministériel qui favorise les industriels maliens à écouler leur production. Plus d'explications depuis nos stations régionales avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Restons dans la zone et prenons la route pour arriver à 100. La région est en plein chantier routier. Il s'agit de plusieurs tronçons ou encore la reconstruction de dallos, de collecteurs. Bref, tout est mis en œuvre par l'État pour rendre opérationnelle la région et le gouverneur suit de très près ces travaux. Notre correspondant Driss Akone était avec lui lors de ses visites de chantier. Le compte-rendu dans cette édition. On ira voir aussi ce pan des plus importants de notre culture, sinon dirais-je, de notre patrimoine immatériel national. Direction Tombouctou, la broderie à la main est en voie de disparition et pourtant très convoitée par la population locale. Seul Maman Dédéou, un quadragénaire, reste le porte-flambeau de ce art qu'il s'évertue à transmettre à une poignée de femmes passionnées par ce métier. Un clin d'œil à ce riche patrimoine avant la Biennale artistique et culturelle 2025. Ça sera avec Najim Babassi. Aux inconditionnels du film La langue et les dents, cette bonne nouvelle. La 3e saison est désormais disponible. Le réalisateur Boubacar Sidibé l'a dédié aux droits des enfants, notamment la promotion des pratiques nutritionnelles et familiales essentielles. L'initiative est de l'UNICEF du gouvernement avec l'appui technique de l'ORTM. Bokari Koulibaly était au lancement et il nous donnera un avant-goût. Samedi 20h, mesdames, messieurs, merci de votre présence et bonsoir à tous. Rendons-nous directement dans la cité des Balanzans où le ministre Moussa Alassane Diallo est en tournée, le ministre du Commerce à l'usine M3 où il a échangé avec les responsables afin de toucher du doigt l'impact de l'arrêté interministériel qui favorise les industriels maliens à écouler leur production. Plus d'explications depuis notre station régionale, c'est avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Constater l'impact de l'arrêté interministériel permettant aux unités industrielles d'écouler leur production, c'est l'objectif de la mission du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine M3 de Ségou. Après une visite des différentes étapes de production, le ministre a échangé avec les responsables de M3. La lettre de cadrage adressée au Premier ministre, chef du gouvernement, les gens de division Ablaye Mega, par le président de la chef de l'État, les gens de l'armée Assimi Goïta, est relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Et c'est pourquoi un plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations a été élaboré et validé par le premier chef du gouvernement le 13 janvier 2025 avec l'ensemble des composantes du secteur privé. Il y a 18 mois, on était dans une dynamique où on allait assister à la destruction d'une unité industrielle, à la perte de 200 000 tonnes de production, à la destruction de 380 emplois et à la compromission de 57 milliards d'investissements à M3. Un gouvernement responsable ne peut pas ne pas réagir par rapport à cette situation-là. Et cette mesure a permis aujourd'hui à M3 et à l'ensemble des unités industrielles, les 14 unités industrielles qui interviennent dans la production de pâtes alimentaires et de farines, d'avoir une nouvelle santé, de conquérir le marché, de réaliser du chiffre d'affaires et même de recruter du personnel supplémentaire. Le président du conseil d'administration de l'usine M3 en a profité pour rendre hommage aux plus hautes autorités pour leur appui. On salue personnellement le président de la République pour son courage et ses membres du gouvernement par rapport vraiment à la mesure. C'est un gouvernement responsable, c'est un gouvernement sérieux, c'est un gouvernement courageux. Notre gros problème aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale de Kaï jusqu'à Tombouctou. Pour contrer ce commerce déloyal, il reste tout de même des efforts à faire. À ce niveau, le ministre réitère son accompagnement à faire de cette bataille la sienne. Georges Patrick Menzé, si vous ne le connaissez pas, il s'agit du représentant adjoint du Haut Conseil des réfugiés. À M. Amopti, il a visité plusieurs infrastructures réalisées par l'institution onusienne, occasion également de remettre des kits scolaires et des couvertures aux élèves issus des familles de réfugiés, de déplacés et de la communauté haute. Boubacar Sankaré, Suleiman Tepsouké, correspondance.
L'école de Barbé, à l'entrée de Sévaré, a constitué la première étape de cette visite. Sur place, le représentant adjoint du Haut Conseil des réfugiés, HCR, a procédé à la remise de 547 kits scolaires et des couvertures aux élèves issus des familles des réfugiés, des déplacés et de la communauté d'accueil. Les kits scolaires permettent de rehausser le niveau des apprenants. Nous avons beaucoup de déplacés dans nos écoles. Si le HCR nous fait des dons dans ce sens, nous ne pouvons que le remercier. Le HCR a aussi appuyé la maternité de l'hôpital Soubené Dolo de Mopti en la dotant d'installations solaires d'une capacité de 30 kVA. Nous venons de visiter des centres de dialyse avec les représentants pays adjoints du HCR, toujours dans le cadre d'un plaidoyer pour qu'ils puissent prendre aussi cette unité en charge. Autre secteur ayant bénéficié du financement du HCR, le parc de vaccination du bétail de Oroguendé au profit des déplacés et de la communauté haute. Nous sommes très satisfaits du travail qui a été réalisé. Le HCR accorde une importance capitale à l'éducation des enfants. Encore, c'est plus important ici dans les situations de personnes déplacées de force. Ce parc de vaccination de bétail permet d'assurer la vaccination de leur bétail. À ceci, il faut ajouter la construction d'un prototype d'abri climato-résilient sur le site officiel des déplacés. Une maison adaptée aux inondations. La délégation a également échangé avec les déplacés et rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives régionales. Solidarité toujours, voyons cette cérémonie de remise de vivres et de non-vivres dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. D'autres précisions avec Bemba Sibi. Le ministère en charge des questions de droits de l'homme apporte une fois de plus du réconfort aux victimes de traite et aux personnes déplacées internes. Le don remis est composé de 200 paquets de pâtes alimentaires, 100 paquets de lait en poudre de 5 kg, 100 sacs de 50 kg de sucre, 100 cartons de 20 morceaux de savon, 50 bidons d'huile de 20 litres, 20 tonnes de riz blanc et 20 tonnes de riz étuvé. Cette belle donation va concerner les sites des déplacés internes du centre Mabilé, les sites des déplacés internes de Faladje, Garbal, les sites des victimes d'esclavage par ascendance logés à la Cité des Enfants, les centres d'accueil et d'hébergement de Ndamali, de BNC, de WAHT, de AJDM et de Kanouya. Cette opération entièrement financée sur budget national est un volet des mesures prises par le gouvernement pour juguler le phénomène de la traite des personnes et pratiques assimilées. Parmi les efforts du gouvernement, nous pouvons citer entre autres la mise en place du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, la création d'autres structures de lutte comme le pôle judiciaire spécialisé, la brigade de répression du trafic des migrants et la traite des êtres humains. Ce geste entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains et pratiques assimilées. Offre de dons en vivres aux veuves des militaires à l'occasion du 20 janvier. Un geste de l'amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale. Compte rendu Soumaou Aïdara, Tchédje Kamara. On ne peut pas leur rendre la vie, mais on peut aider ceux qu'ils ont laissés derrière eux, a déclaré le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ces propos traduisent la volonté des autorités et des partenaires sociaux à venir en aide aux familles affectées par les conflits. Et c'est cet esprit de solidarité et d'humanisme qui a animé l'amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale. Elle a procédé à une remise de dons en vivres aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur. Nous sommes très contentes car les autorités pensent à nous. Ces vivres vont nous permettre de faire face à quelques dépenses quotidiennes. Je remercie tout un chacun pour ce geste. Nous sommes à la fois femmes, épouses, mères. Les membres de l'amicale des femmes de la CMSS ne sauraient rester en marge de la célébration de la fête de l'armée sans faire parler leur cœur pour leurs sœurs et pour leurs enfants qui ont perdu leur mari et leur père. Cette importante donation témoigne
le patriotisme de l'amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale. La donation d'aujourd'hui vient au bon moment à cette période festive de l'année de l'armée, le 20 janvier 2025, et soulagera sans nul doute ces nombreuses familles de nos iris disparus ainsi que celles de nos blessés de guerre. Le ministre chargé du développement social a souligné que cette initiative de l'amicale des femmes de la CMSS est une illustration concrète de l'engagement social envers les familles des forces armées. Ce geste philanthropique, hautement symbolique et patriotique de l'amicale des femmes de la CMSS témoigne de son engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes et des orphelins des militaires. La lutte contre l'exclusion, la solidarité envers les couches les plus vulnérables, pour qu'aucun Malien ne puisse être laissé pour compte, sont des devoirs pour chaque Malien. Ces valeurs sociétales de notre pays sont encouragées et soutenues par les plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et l'ensemble du gouvernement. Ce geste est une forme d'assistance aux familles des soldats décédés en défendant la patrie. Suite de la sortie de nos 25 auditeurs de l'école de guerre du Mali, ils sont ce soir à Tombouctou au compte d'un voyage d'études, séance d'exposé sur la situation sécuritaire ainsi que la présentation globale de la région de Tombouctou et ses potentialités au cœur du séjour. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly, reportage. Cette délégation de l'école de guerre du Mali en immersion dans la région de Tombouctou veut lier la théorie à la pratique au niveau du secteur 3 de l'opération Maliko. Constituée de l'encadrement et des auditeurs maliens, burkinabés et nigériens, cette 4e promotion est baptisée promotion AIS. Nous sommes là, 4e promotion de l'école de guerre est en visite terrain pour voir au PC secteur 3, comment ils traduisent les instructions stratégiques en instructions tactiques. Donc nous avons quand même visité un PC qui nous a montré une bonne compréhension de l'environnement, qui sait très bien ce qu'il fait. À sa tête, un commandant de PC très déterminé, qui a beaucoup d'initiatives. Dans la salle des opérations du camp Fort Cheikh Sidi Bekay, le commandant de zone a tenu son exposé sur la situation sécuritaire, les acquis et défis. Toutes choses qui impressionnent les visiteurs du jour. Je tiens à traduire vraiment toute notre satisfaction pour tout ce qu'on a vu et on était vraiment émerveillés. Ça confirme vraiment la montée en puissance des forces armées maliennes. Il a également aussi parlé de partenariat qui existe avec aussi les pays de l'AES et aussi certains partenaires aussi qui rentrent dans le cadre donc de la situation de la région et tout cela vraiment nous a beaucoup réconfortés. Ils ont pu apprendre beaucoup et nous sommes très satisfaits de leur visite. Nous espérons que les prochaines années, nous allons accueillir encore une autre promotion de l'école de guerre du Mali. Auditeurs et encadreurs ont successivement visité la grande mosquée de Djingarayber, le rond-point Al-Farouk, l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba. Auparavant, une visite de courtoisie avait été rendue au gouvernorat de Tombouctou, où les hôtes ont eu droit à la présentation de la région sur tous ses aspects. Au cours de la visite, nous avons bien voulu les entretenir sur les potentialités de la région, les défis, mais également les perspectives de développement que les autorités administratives et politiques se fixent pour pouvoir maintenir une autosuffisance alimentaire ici dans la région de Tombouctou. Cette promotion AIS de l'école de guerre du Mali est forte de 25 auditeurs, dont un personnel féminin. Un repas de corps au camp a mis fin à leur séjour à Tombouctou. Potentialité de la région de Tombouctou. On en parlait tout à l'heure. Et si je vous amène voir à présent ce pan des plus importants de notre culture, sinon, dirais-je, de notre patrimoine immatériel national. On va rester à Tombouctou. La broderie à la main est en voie de disparition, malheureusement, et pourtant très convoitée par la population locale. Seul Maman Dédéou, un quadragénaire, reste le porte-flambeau de cet art qu'il s'évertue à transmettre à une poignée de femmes passionnées par ce métier. Un clin d'œil à ce riche patrimoine avant la biennale artistique et culturelle
Biennale 2025 ou disons ce cri de cœur du secteur qui souffre de manque de ressources humaines pour sa pérennisation. Retrouvons Nadim Babassi. À la fois artistique et artisanale, la broderie traditionnelle faite à la main est un modèle vestimentaire expressif, dont les porteurs se distinguent par leur classe sociale. Elle occupe une place importante dans la vie des communautés à Tombouctou. C'est non seulement artistique, c'est culturel, mais c'est aussi profondément ancré dans la structure sociale, économique de Tombouctou. La broderie, comme d'autres formes artistiques se rattachant au port vestimentaire, je parle par exemple les coiffures, les tresses, sont très expressives. Donc, parce que beaucoup des motifs de la broderie traditionnelle, on les retrouve dans les alluminures même de certains manuscrits. Mahaman Dedeo, quadragénaire, est considéré aujourd'hui comme le dernier maître de cet art qu'il a appris auprès de ses maîtres. La broderie à la main, c'est un métier qu'on transmet de génération en génération. Ça vaut plus de 30 ans que j'ai exercé ce métier parce qu'à Tombouctou, c'est un métier qu'on hérite de nos parents. Donc depuis à l'enfance, j'étais dans l'atelier de mon maître. J'ai exercé, j'ai commencé à apprendre la broderie à la main depuis 1987. Les prix de ces boubous varient de 60 à 700 000 selon le modèle. Les picoles, on fait ça à 70 000, 60 000. Un chamignon, on fait ça à 80 000, 90 000. Haussenos, on fait ça à 150 000, 175 000. Tout de suite, les Wokefon de guerre qu'on est en train de fonctionner, c'est pour une personne qui n'est pas tombouctousien, on l'a confectionné à 750 000. Difficile pour lui d'assurer la transmission de son art aux jeunes garçons, pour faute de leur disponibilité, car son apprentissage requiert du temps. On est en train de transmettre les savoirs aux femmes. Or que dans l'histoire de Tombouctou, les femmes n'ont jamais confectionné des boubous brodés à la main. Donc ça, c'est mon initiative personnelle. Je vois que les femmes sont un peu patientes plus que les hommes. Aujourd'hui, j'ai au moins 5 femmes qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui exercent ce métier-là. 5 jeunes femmes passionnées du métier connaissent déjà le secret de la broderie. C'est un travail que j'ai trouvé dans la famille. J'ai adoré et je suis rentrée dedans par ma propre volonté. À Dieu merci, aujourd'hui, on a appris beaucoup de techniques. On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le musée municipal de Tombouctou, avec le concours de la mission culturelle, accomplit des grands efforts pour pérenniser ce patrimoine immatériel en difficulté. À partir de nos objectifs qui est de conserver, sauvegarder et diffuser, c'est à partir de là qu'on a amené une petite enquête pour savoir est-ce que ce métier-là existe. On a constaté que vraiment c'est un métier qui presque n'existe même pas. C'est à partir de là qu'on a découvert ce grand maître-là. Bon, il était caché, il faudrait qu'on l'amène ici pour qu'il puisse avoir une visibilité. C'est quelques clients qui l'approchent et aussi nos quelques visiteurs qui viennent qu'on pourra faire un tour. Voilà, c'est pour cela qu'on l'a amené ici. Le décret du président de la transition de faire de 2025, année de la culture et des arts, est bien suivi par les responsables, aussi bien que les acteurs qui mesurent les enjeux d'une telle initiative. Avant que le président ne décrète 2025 année de la culture, le président de la République a choisi Tombouctou pour abriter la Biennale. On a dit que c'est une opportunité pour magnifier la culture à travers la Biennale artistique et culturelle donc, de 2025. Donc les acteurs culturels que nous sommes, on est décidé à faire de 2025 une année de la culture. On est décidé à faire en sorte que 2025 magnifie Tombouctou, magnifie la culture malienne, magnifie le Mali. Les arts et la culture étant le poumon de l'économie de la région de Tombouctou, les acteurs s'engagent à relever les défis culturels liés à l'organisation de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou.
Vivement la biennale. Prenons la route pour arriver à 100. La région est en plein chantier routier. Il s'agit de plusieurs tronçons ou encore la reconstruction de dallos, des collecteurs. Bref, tout est mis en œuvre par l'État pour rendre opérationnelle la région. Et le gouverneur suit de très près ces travaux. Notre correspondant, Drissa Koné, était avec lui lors d'une de ses visites de chantier. Compte rendu. C'est vrai que le travail est énorme et l'argent mis à la disposition, on fera de notre mieux avec ça. On sait que ce n'est pas suffisant, mais compte tenu des moyens de l'État, on fera tout pour que au moins les usagers puissent circuler dans de très bonnes conditions. C'est donc au grand bonheur des usagers que depuis la fin de l'hivernage, des travaux sont un peu partout engagés sur plusieurs routes nationales dans la région de San. Il s'agit de la RN6 Bamako-Mopti passant par San, la RN13 San-Kouchala, la RN14 Kimparana-Kouri, la RN34 en chaussée submersible Saï-Mounian et la RN35 Thion-Tomignan jusqu'à la frontière du Burkina. Globalement, les travaux consistaient les points à temps, les rechargements d'accotement, la reconstruction des chaussées, et les ouvrages comme les dallos. Là où nous sommes là, c'est un dallo simple. Il y a les débroussaillements, il y a beaucoup de choses qui concernent l'entretien courant. Il y a aussi les signalisations, les balises, les panneaux. Nous sommes très contents. J'ai remarqué que la route elle est très bien faite. Auparavant, elle était chaotique, mais aujourd'hui, quand même, vraiment, elle est bien faite. À ceci s'ajoutent de nombreux collecteurs en finissant dans la commune urbaine de San, toutes choses qui pourront éviter les inondations que nous avons connues en août 2024. Le gouverneur, soucieux de l'exécution correcte de ces travaux, s'est rendu sur plusieurs chantiers. Vous-même, vous avez constaté la réalisation de plus de 2 km entre Séoulasso et Téné, la réalisation des dallos dans le secteur de Somo, et des caniveaux réalisés par l'entreprise EGK et EAD au niveau de Cienso et à l'intérieur de la ville, là où nous sommes actuellement, pour des caniveaux aussi réalisés dans le même cadre. Ce qu'on a vu ce matin est satisfaisant, bien vrai qu'il y a des points à améliorer parce que la réception n'est pas définitive partout. Mais d'ici là, le jour de la réception, ce qui a été vu, je pense que le directeur est là, l'entreprise est là, on a déjà fait des remarques. Et je pense bien que ces remarques-là seront prises en compte avant le jour de la réception définitive. Vu la vétusté de notre réseau, en tout cas l'État est en train de consentir d'énormes efforts pour le confort des usagers. Malgré ces efforts consentis par l'État et ses partenaires, certains comportements laissent à désirer. Avec les moyens que l'État met à la disposition de la population, j'invite vraiment la population à faire bon usage de ça aussi. On n'a même pas réceptionné des caniveaux. Il y a des gens qui s'installent le long pour les remplir. Vous voyez, quelqu'un déjà qui remplit les caniveaux de briques pour que les véhicules puissent simplement avoir accès à son lavage. Et ça, c'est des situations à déplorer. On lui a dit de prendre les dispositions dans l'immédiat pour les enlever. Ça, c'est inadmissible. Pour que le concept Malicoura ne soit pas un vain mot, un changement de comportement est nécessaire à tous les niveaux. À ce sujet, le colonel-major gouverneur envisage de passer tout d'abord par la sensibilisation avant d'agir. Ouverture des travaux de la Journée nationale des docteurs vétérinaires du Mali, une journée couplée au lancement du livre intitulé « L'élevage au Mali ». Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé la cérémonie, nous disent Youssouf Diakité et Adama Kamara. Cette 6e édition de la Journée nationale des docteurs vétérinaires du Mali est une opportunité pour les spécialistes de la question de se pencher sur les défis et les opportunités du domaine. La journée est également un espace de plaidoyer et de lobbying pour la prise en compte des recommandations formulées par les experts. Cette 6e édition est couplée avec le lancement du livre intitulé « L'élevage au Mali ». Nous n'avions tous qu'un seul souci, doter le Mali d'un ouvrage de référence sur l'élevage pour combler un vide resté trop longtemps. C'était devenu pour nous, comme le dit celui qui a préfacé notre livre et qui est présent dans cette salle, le docteur Samba Sidibé,
que c'était pour nous un défi de génération. Le président de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a saisi cette opportunité pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour la fédération des actions pour l'atteinte des objectifs de la promotion de la spécialité vétérinaire. Cet ouvrage, fruit d'une collaboration multidisciplinaire, j'insiste encore, apporte un éclairage précieux sur les enjeux, les opportunités et les perspectives de l'élevage dans notre pays. Il sera sans aucun doute une référence pour les décideurs, les chercheurs, les éleveurs et tous les acteurs engagés dans le développement de notre système agricole et pastoral. Ce livre est également un référentiel même pour nos hommes d'affaires, nos opérateurs économiques, qui, dans ce livre, vont trouver des statistiques, des pistes d'investissement pour mieux orienter l'argent dont ils disposent et faire mieux des bénéfices et créer plus d'emplois. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, après avoir salué l'initiative, a surtout félicité les auteurs pour la production de ce livre de qualité exceptionnelle qui traite de presque toutes les thématiques de l'élevage. Mon département fera de ce livre désormais la référence, un véritable outil de travail dont les structures techniques à tous les niveaux devront s'approprier. Car au-delà de la formation des cadres que cet instrument nous offre, il s'avère être un véritable fonds dans lequel nous puiserons le maximum d'informations utiles pour assurer la performance des filières animales. Il traite tous les aspects, en l'occurrence l'importance de l'élevage dans la vie économique et culturelle du Mali, le système d'élevage du Mali, les ressources pastorales, les ressources génétiques, les filières de production, la santé animale et le bien-être animal, le cadre institutionnel et bien sûr les perspectives de développement du sous-secteur de l'élevage. La cérémonie a pris fin par la remise de diplômes de reconnaissance à certaines personnalités qui ont laissé leur empreinte dans le domaine de la recherche scientifique en rapport avec l'élevage et aux producteurs du livre L'élevage au Mali. 18e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Le budget 2025 connaît une légère augmentation, soit plus de 941 millions de francs CFA. Seydou Traoré, Yacouba Kone, compte rendu. La gestion des déchets au Mali constitue le maillon faible de la chaîne des valeurs, avec moins de 50% de la population qui ne dispose pas d'un système d'assainissement adéquat. Face aux défis majeurs d'amélioration du cadre de vie des populations, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, AGESEM, est à la tâche. Malgré les difficultés que traverse le pays, l'AGESEM a pu réaliser un certain nombre d'activités, notamment la finalisation de la station de Sigasso, la validation des études APS et APD des deux grandes stations qui doivent être construites à Bamako, dans les deux rives. À l'AGESEM, l'assainissement liquide reste une urgence sanitaire, environnementale et sociale, malgré le faible pourcentage concernant la gestion des eaux usées. L'AGESEM dispose d'un budget équilibré en recettes et en dépenses d'un montant de 951 766 000 francs CFA contre un budget de 941 776 000 francs CFA en 2024. Soit une augmentation de 1,05%. Cette 18e session du conseil d'administration offre également l'opportunité aux administrateurs d'examiner le bilan des activités du budget 2024 et la programmation pour 2025 de l'AGESEM. Près de 8 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Ce montant communiqué lors de la 17e session du conseil d'administration de l'université. Compte rendu Fademba Keïta. Le conseil d'administration de l'université concourt à la quête de la performance et à la consolidation des acquis. La 17e session de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, ISTTB,
qui s'inscrit dans ce cadre a pour but alors d'analyser avec minutie les documents soumis à l'appréciation des administrateurs. L'USTTB a soumis à votre attention pour examen et adoption ou information les documents ci-après. Le compte rendu de la 16e session, l'état d'exécution des recommandations de la 16e session, le rapport d'activité 2023-2024, le rapport financier 2024, le projet de budget 2025. Le président du conseil d'administration rend un vibrant hommage au recteur sortant, le professeur Wateni Diallo, et à ses collaborateurs pour les résultats engrangés. Son engagement et son respect des principes fondamentaux ont fait de l'USTTB une vitrine dans l'espace universitaire national et international. Les réalisations de ces engagements ont été possibles grâce à votre précieux soutien. Je vous en félicite. Cette réussite passe aussi par la bonne marche des assemblées de facultés et d'instituts, du conseil pédagogique et du conseil scientifique. Le nouveau recteur de l'USTTB suppose que la relecture en cours des textes des universités publiques du Mali donnera une nouvelle orientation et un nouveau dynamisme aux actions de formation, de recherche et de services publics de l'USTTB au profit des professeurs et futurs cadres du pays. Du 25 au 28 février prochain se tiendra à Ouagadougou la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. Les organisateurs étaient face à la presse pour informer sur l'événement, les grandes lignes de la conférence de presse avec Bemba Sibi. Pour passer du champ à l'assiette, les produits alimentaires passent par les mains expertes des cuisiniers. C'est dire combien la gastronomie est importante. Elle joue également un rôle important dans l'attractivité touristique. Pourtant, malgré la richesse et la diversité des cuisines du Sahel, celles-ci demeurent peu connues et sous-exploitées. C'est face à cet état de fait que le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES a été initié. Le FIGIC AES se positionne comme un rendez-vous stratégique et fédérateur destiné à mettre en avant la richesse et l'authenticité des cuisines du Sahel tout en renforçant les synergies entre nos peuples. Ce festival est une opportunité unique de mettre en valeur notre patrimoine culinaire et de l'utiliser comme un levier de développement économique et touristique. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, en abrégé FIGIC AES, vise à promouvoir l'unicité culinaire et culturelle des pays membres de la Confédération. Déjà, cet événement est le fruit de la fusion des expertises et expériences du Festival international de la gastronomie de Ouagadougou, celui de la cuisine africaine de Bamako et le Festival de grillade de Niamey. Et c'est un programme riche qui attend les participants. Compétition culinaire, des chefs talentueux des 3 nations rivaliseront pour créer le menu AES. Une synthèse savoureuse du patrimoine culinaire sahélien. Atelier de formation destiné aux professionnels de la restauration. Ces sessions permettront d'approfondir les connaissances sur des bonnes pratiques, l'innovation et les normes en matière de gastronomie durable. Pendant les 4 jours de l'événement, un accent particulier sera mis sur le cousinage à plaisanterie, qui est un outil social puissant pour la paix et la cohésion sociale. Cette manifestation va honorer également les ethnies Songhui, Gurunsi, Touareg, Gourmanché, Peul et Moussi. Comme quoi, la gastronomie est aussi un facteur de dialogue interculturel et de rapprochement communautaire. À noter que le festival est itinérant. Voilà, 4 jours de dégustation qui s'annoncent. Inauguration par le Premier ministre burkinabé à Péni, à une trentaine de kilomètres de Bobo, d'un dépôt d'hydrocarbures liquides d'une capacité de 104 000 mètres cubes, une infrastructure qui vise à répondre aux attentes énergétiques des populations. Kassoum Milogo, Ali Traoré, reportage. C'est une grande avancée énergétique pour le pays des hommes intègres. Un dépôt d'hydrocarbures liquides d'une capacité de 104 000 mètres cubes, désormais à Péni, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Cette initiative vise à moderniser et à renforcer les capacités de stockage de la Sonabi.
en vue de répondre aux besoins énergétiques des populations. Ce projet représente le fruit d'une vision claire et ambitieuse. Faire du Burkina Faso un acteur incontournable dans l'approvisionnement énergétique des États de l'Afrique de l'Ouest. Affirmer donc son indépendance énergétique, c'est tout l'enjeu de la mise en œuvre de ce gigantesque projet. Un projet d'une valeur de 32 milliards de francs CFA. Il avait le jour grâce à une synergie publique-privée avec le soutien des populations locales. Sa réalisation s'inscrit pleinement dans les grandes orientations du président du Faso, déclinées dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD de notre pays, le Burkina Faso. Elle est également en phase avec le plan stratégique 2023-2027 de la SONABI, en particulier le contrat plan signé entre elle et l'État, qui permet notamment de renforcer ses capacités en produits pétroliers liquides. L'inauguration de ce dépôt de la SONABI, au-delà d'approvisionner les populations en hydrocarbures, est également une opportunité de création d'emplois. L'inauguration de ce dépôt ne se limite pas à une amélioration des infrastructures pétrolières. Elle participe à l'accès des populations à l'énergie et ouvre de belles perspectives de développement économique et social de notre pays en général et de la région des Hauts-Bassins en particulier. C'est dit toute l'importance de cette infrastructure dans le développement socio-économique du pays. Avant l'inauguration de ce dépôt d'hydrocarbures liquides, la SONABI avait déjà inauguré en 2017 celui du gaz. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein reçoit le représentant résident du Fonds monétaire international au Niger. Nadia Mahaman et Askou Djibrila nous font le point. Au cours de cette audience, le représentant résident du Fonds monétaire international et le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein se sont félicités des résultats en matière de croissance auxquels le Niger est arrivé et qui lui ont valu des facilités et les félicitations du FMI. Le Niger a un programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité, donc qui ont été approuvés le 22 janvier dernier par le conseil d'administration. Tout simplement, le gouvernement du Niger a son programme économique et financier avec des réformes définies par le gouvernement, les techniciens du ministère de l'économie et des finances, et qui est accompagné par le Fonds monétaire international. Donc quand le dossier est approuvé, cela donne lieu à deux résultats. Le premier, c'est d'abord un déboursement d'un montant d'environ 51 millions de dollars. Et le second, c'est vraiment l'approbation et l'encouragement par rapport aux bonnes mesures et aux bonnes réformes prises par le pays. Et c'est aussi un signal pour les investisseurs, pour leur dire que l'économie du Niger se porte très bien. Pour l'année, par exemple, 2024, nos projections estiment la croissance du Niger à environ 8,8%. Et pour 2025, la croissance est prévue à 7,9%. Le Niger est en pleine émergence